Bonjour à tous. Alors, Thomas l'a bien expliqué, on est un tout petit peu en retard, donc je vous propose qu'on ne perde pas de temps. Déjà, je me présente, je m'appelle Benoît Tudret, je suis le trésorier du CRP-IMG. Je ne m'intéresse pas qu'aux finances de l'association, on est un peu polyvalent au CRP-IMG. Et on est très, très heureux aujourd'hui de pouvoir accueillir Madame Corinne Pelluchon et le professeur Roger Gilles, qui, comme vous le savez certainement, sont deux figures pensantes majeures, je n'ai pas peur de le dire, et ce n'est pas juste pour faire de la flatterie, de notre université, mais pas seulement. Et voilà, on est vraiment très très honorés, et merci beaucoup d'être venus, et puis aussi chaleureusement. En deux mots, et je promets d'être bref, pourquoi cet atelier? Parce que je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire que tous les ateliers qui ont lieu au cours de la journée ont été initiés par des demandes d'internes, par des situations au cours de stages qui nous ont été remontées. Et finalement, on s'est dit, il faut qu'on en fasse quelque chose. Alors, pourquoi cet atelier? Je vais vous donner l'exemple d'un interne qui a fait sa première consultation de médecine générale seul, avec son médecin généraliste qui était en supervision directe, c'est-à-dire qui regardait ce que l'interne faisait. Et un monsieur arrive, rapidement l'interne a compris que c'était une entorse de cheville. Il lui a fait toute son ordonnance. Il lui a dit, bah voilà monsieur, globalement ça va aller mieux, c'est pas bien grave. Et une fois que l'interne a dit ça, il a pris la carte vitale, il a fait le paiement, et le monsieur n'a pas bougé. Globalement, il fallait clôturer la consultation. Et le monsieur ne s'est pas levé. Et du coup, l'interne, au bout d'un moment, s'est rendu compte qu'il y avait un problème. C'est-à-dire qu'il avait l'impression d'avoir répondu à la question. Il avait une entorse de cheville, point. Qu'est-ce qui s'est passé? L'interne avait l'air un peu bête. L'interne lui a dit, monsieur, ça va? Voilà, ces les petits détails qu'on voit, la jeunesse de l'interne. Et tout d'un coup, il s'est dit, mais est-ce que j'ai répondu à votre question? Le monsieur a dit non, pas du tout. Voilà. Bon, inutile de vous dire que cet interne, c'était moi. Et finalement, là, s'est posé une grosse question, et on en a discuté après avec d'autres internes, et on s'est rendu compte simplement que, on connaît, ça on a appris, qu'il y a les motifs de consultation, le premier motif, le second motif, parfois le troisième, le quatrième au pas de la porte. Mais la vraie question qui se pose aussi derrière tout ça, c'est quid de la responsabilité médicale? C'est-à-dire, quand on est médecin, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on répond vraiment aux besoins d'un patient, ou est-ce qu'on répond aux besoins de la médecine, c'est-à-dire de prescrire des anti-inflammatoires pour une entorse de cheville? Et au sein de la faculté, il y a même aujourd'hui des projets qui se mettent en place, notamment sur la responsabilité sociale des facultés de médecine. C'est quelque chose de très très intéressant. Finalement, c'est vraiment le but, c'est notre enseignement pour l'adapter aux besoins des patients. Le mot responsabilité me touche beaucoup, parce que je pense que c'est vraiment ça. Être médecin, quelque part, c'est aussi un engagement, et c'est aussi avoir des responsabilités. Ce n'est pas uniquement appliquer des recommandations. Il y a la responsabilité individuelle, ça me semble très très important. Et ceci notamment dans le cadre de la vulnérabilité. Pourquoi la vulnérabilité? Parce que là aussi, les internes nous disent que finalement, quand le patient va bien, qu'il réfléchit bien, qu'on a l'impression qu'il est globalement cohérent, comme on dit malheureusement, tout va bien, mais dès qu'on considère comme vulnérable, on est un peu perdu. Et donc c'est pour ça qu'on a fait appel à Madame Pelluchon et au professeur Roger Gilles pour nous éclairer sur cette question, pour savoir quelle est la limite entre finalement du paternalisme à l'autonomie, et finalement, est-ce que l'autonomie suffit? Donc voilà, j'espère que Mme Pelluchon pourra nous aider sur toutes ces questions. Alors deux mots, parce que j'ai oublié de le faire, je m'en excuse. Mme Corinne Pelluchon, quand même, est maître de conférence à l'université de Poitiers. C'est bien ça. Et je vous encourage à lire l'ensemble de tous ses écrits qui sont passionnants. Et je vous encourage aussi d'ailleurs à participer au tirage au sort que vous avez dans vos petites pochettes, qui vous permettront peut-être de gagner le livre dédicacé de Mme Pelluchon. Quant au professeur Roger Gilles, on ne le présente plus. Bah si, bon, très bien. Alors, Monsieur Roger Gilles est notre ancien doyen de la faculté, ancien chef de service de neurologie de l'université. Il est aujourd'hui responsable de l'espace éthique du CHU de Poitiers. Il a notamment mené la dernière journée éthique qui avait lieu mardi dernier, qui était d'une très très grande qualité, et continue à organiser notamment les cafés éthiques, auxquels je vous encourage à y aller. Les inscriptions sont tout à fait ouvertes à tous, et notamment à la société civile, quelque chose d'assez rare, mais extrêmement, extrêmement important. Voilà. Si vous voulez donner des compléments sur votre biographie, bien sûr, vous en êtes tout à fait libre. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Merci de m'avoir invité. Donc, je vais vous présenter une communication qui s'intitule « Autonomie,
vulnérabilité et responsabilité en médecine. Alors, l'autonomie est-elle la notion qui permet le mieux de définir le sujet et de penser son rapport aux autres? Je vais donc étudier l'autonomie en soulignant les limites d'une éthique fondée sur le seul principe d'autonomie. Cette enquête ne conduira pas à nier l'importance de la notion d'autonomie en médecine, notamment quand il est question du consentement libre et éclairé du sujet et des droits du patient. Il s'agira cependant de revoir ou de préciser le contenu de cette notion, voire de la reconfigurer, en dégageant les conditions qui rendent possible l'exercice de cette autonomie, en particulier dans les situations limites liées aux maladies affectant les capacités cognitives, mais pas seulement. Donc la grande question, c'est que veut dire l'autonomie? Est-ce que c'est seulement l'autodétermination? Et est-ce que justement la réponse à la demande ou à la volonté du patient est simplement doit se faire comme cela sans faire intervenir une interrogation, une discussion? Et comment éviter donc le paternalisme? Alors il sera aussi dans un deuxième temps question de ce qu'on peut appeler l'éthique de l'autonomie, qui est liée à une conception de l'autonomie qui en a fait la valeur des valeurs de notre société, tout en la vidant en même temps de contenu, d'un contenu universel. Donc c'est pour présenter cette éthique de l'autonomie qui est paradoxale. J'analyserai les glissements de sens qui ont affecté depuis une vingtaine d'années le contenu de cette notion et qui expliquent que pèsent sur vous, futurs médecins ou médecins, des demandes de patients tout à fait différentes de celles qui pouvaient exister avant. Donc ça c'est une réflexion qui nous permet de comprendre les demandes des patients et même les revendications sociétales. À cette éthique de l'autonomie, donc, qui est liée peut-être aussi à une certaine conception de la vie qui est élitiste ou qui fait l'impasse sur la passivité ou la vulnérabilité, eh bien, s'oppose une éthique de la vulnérabilité dont l'ambition est de corriger les fondements de la philosophie du sujet. Donc il y a une ambition qui dépasse l'éthique médicale ou biomédicale. Mais insistant sur la passivité du vivant, de la personne, eh bien cette éthique de la vulnérabilité que je vous présenterai dans un troisième temps invite à remplacer la conception classique du sujet et du rapport de l'homme aux autres. Et évidemment, le cœur de cette éthique de la vulnérabilité, c'est la construction d'un concept rigoureux de la responsabilité. Alors, ma première partie, l'autonomie en médecine, principe, qu'est-ce que ça veut dire que ce principe d'autonomie, et conditions d'exercice. Donc l'autonomie, je l'ai dit tout à l'heure, et monsieur le directeur de l'ARS, monsieur Blanc, c'est cela, l'a rappelé, l'a suggéré, est devenu un principe majeur de l'éthique médicale, et cela est tout à fait inséparable du vaste mouvement qui a fondé dès le XVIIe siècle la philosophie politique moderne, en faisant du sujet la valeur, la source de l'autorité. La reconnaissance de la valeur de la décision personnelle était importante en philosophie politique et elle s'est traduite en médecine par une modification des relations entre patients et soignants. Quand on lit le serment d'Hippocrate, il est clair qu'on n'a pas cette consécration de la valeur personnelle, de la valeur de la décision personnelle. Et d'abord exigé pour légitimer une expérimentation dans le code de Nuremberg en 1947, le respect du consentement libre et éclairé qui traduit l'importance du principe d'autonomie, eh bien, il deviendra le pilier de la bioéthique et il sera requis même pour toute décision thérapeutique. Donc l'autonomie est un principe incontournable. Cependant, ce respect de l'autonomie de la personne suppose, de la part des soignants, voire des aidants, des traits moraux qui rendent possible l'exercice par le patient de son autonomie, car le point de départ de la relation entre un patient et un médecin, c'est bien souvent une maladie, ou pour la prévention on en parlera, ou l'éducation du patient, mais bien souvent c'est une maladie, en tout cas un appel de la part du malade, un besoin qu'a le malade d'une aide. Et cela souligne aussi la dissymétrie qui au départ existe entre le patient et le médecin. Et troisièmement, l'autonomie est bien souvent compromise par la douleur, la peur, la colère et tous les autres effets de la maladie, sans parler des effets des traitements. Donc, ces qualités
des qualités morales, des manières d'être sont importantes afin de recueillir l'autonomie ou le consentement libre et éclairé du patient. Ces qualités renvoient à la capacité des soignants à communiquer, cela a été dit aussi tout à l'heure, et à rendre compréhensibles les informations prodiguées, en vérifiant également que ces informations relatives à l'état de la maladie, au pronostic, au traitement et à leurs effets secondaires, eh bien, vérifier que ces informations ont été comprises. Donc, loin de signifier seulement des compétences techniques, il y a des compétences herméneutiques, d'interprétation, de communication et tout ce qui rentre dans la discussion. Alors, ces traits ou manières d'être, ou traits moraux qui montrent que l'éthique n'est pas seulement l'application de principes, mais donc renvoie à des manières d'être, eh bien, ces traits moraux qui permettent donc aux malades de participer véritablement au traitement ou de consentir à une expérimentation, eh bien, ces traits moraux renvoient à ce qu'on appelle l'éthique des vertus et plus précisément à ce que l'on appelle l'éthique du care, l'éthique de la sollicitude. Et dans un livre qui en donne la formulation peut-être la plus précise de Joanne Tronto, un livre traduit à la découverte en 2009, traduit qui s'appelle Un monde vulnérable, eh bien, Joanne Tronto parle de la sollicitude du care, soin ou prendre soin, en analysant 4 phases du care, c'est-à-dire qu'elle insiste sur le fait que le care n'est pas seulement un soin, le fait de donner le soin, mais c'est un processus avec des étapes et qui engage donc une certaine temporalité. Et elle signale les 4 phases du care qui correspondent aux 4 sens qu'a le mot care en anglais. Caring about, se soucier de la personne, mais ça veut dire identifier ses besoins spécifiques. Donc d'emblée, à la première phase, l'attention comme capacité à identifier les besoins spécifiques de l'autre sans projeter sur cette personne ses propres points de vue. Donc l'attention qui suppose, comme le dit Simone Weil dans La pesanteur et la grâce, de faire le vide afin d'être disponible pour l'autre et d'aller le chercher là où il est et non là où voudrait qu'il soit. Donc première étape. Deuxième étape, taking care of, donc taking care of, excusez-moi, être capable de s'occuper de quelqu'un, le prendre en charge, ce qui renvoie à la responsabilité, c'est-à-dire non pas seulement à une réponse ponctuelle, mais durable, en étant capable d'orienter le patient vers des partenaires de soins, vers une équipe de soins capable de répondre aux besoins qui ont été identifiés et dont le médecin généraliste n'est pas toujours, auquel il n'est pas toujours capable de répondre seul. Ensuite, caregiving, qui donnait le soin, qui répond aux compétences techniques et permettant de donner le soin. Et care receiving, vérifier donc, que le soin a bien été reçu afin de ne pas enfermer la personne dans la seule passivité. Alors, cette insistance sur les qualités différentes qui est importante d'acquérir à chaque phase du soin, eh bien, cette insistance sur les qualités que les soignants doivent développer pour que le recueil du consentement libre et éclairé soit effectif et pour que le traitement choisi soit le plus approprié aux malades montre que l'autonomie dans la situation clinique, notamment quand la personne est gravement malade, eh bien, est autre chose que la capacité abstraite d'autodétermination d'un sujet qui serait lui-même défini de manière abstraite comme un agent moral désincarné décidant seul de ce qui est bien pour lui. L'autonomie, ce n'est pas seulement le fait de décider par soi-même, ce n'est pas seulement la compétence juridique. Alors ça, il y a 2 acquis. Premièrement, nous n'avons pas seulement une opposition binaire entre respect de l'autonomie du malade et bienfaisance du médecin, mais là, l'exercice par le malade de son autonomie suppose de la part du médecin une écoute, une mise en condition, une responsabilité qui passe par certaines dispositions morales ou manières d'être. Donc ça veut dire qu'à la place cette opposition binaire, autonomie du malade versus bienfaisance médicale, opposition binaire qui se traduit par la critique du paternalisme, eh bien on substitue une réflexion peut-être plus fine sur qu'est-ce que c'est que l'autonomie dans la situation clinique, comment la reconfigurer afin de la rendre applicable à des décisions où il y a plein de choses qui la compromettent, et au lieu de penser un paternalisme massif, une bienfaisance médicale qui serait là parce que le malade sera incapable de décider par lui-même, eh bien, on a une réflexion sur la responsabilité du malade pour aller justement chercher cette autonomie, peut-être la soutenir. Et ce sera donc mon deuxième point dans toujours cette première partie sur l'autonomie. L'autonomie, c'est quoi?
Eh bien, l'autonomie, d'abord, on peut dire que c'est une question de degré. Pas seulement à l'hôpital, mais dans la vie, puisque on est plus ou moins autonome et que l'autonomie suppose des habitudes afin de l'exercer. Bon. Mais il est clair que l'autonomie est, comme je disais tout à l'heure, un principe, parce que préserver l'autonomie du sujet, l'enjeu c'est quoi? C'est éviter la violence, éviter le faire taire, éviter la violence constitutive à l'ingérence d'un individu décidant à la place d'un autre et le destituant cet autre de sa volonté. Donc l'autonomie, c'est pour cela qu'on ne peut pas, on ne peut qu'en faire un principe au sens de quelque chose qui guide fondamentalement l'action et sans lequel, eh bien, l'action n'est pas bien conduite. Forcer quelqu'un à faire quelque chose sans son consentement, c'est lui faire violence, lui manquer de respect. Et le mot violence, ici, au sens fort du terme, c'est-à-dire le destituer de sa volonté, le faire taire. Alors ce lien essentiel entre le respect de l'autre et le respect de son autonomie est valable même quand on a affaire à quelqu'un qui n'a pas la compétence juridique, entendez, qui, juste en raison de ses handicaps ou des troubles cognitifs dont il souffre, voire des troubles psychiques, eh bien, n'est peut-être pas capable de savoir quelle action lui convient. Et d'emblée ici, j'insiste sur le fait que l'autonomie est une double capacité. L'autonomie est premièrement la capacité à avoir des désirs et des valeurs, et aucun déficit psychique ou aucun handicap moteur n'empêche une personne d'avoir des désirs et des valeurs. Il faudra cependant distinguer ces mots désirs et valeurs et souligner que parfois les désirs peuvent être contradictoires. Par exemple, une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer peut avoir une répugnance à se laver ou à être lavée et en même temps vouloir voir ses petits-enfants. Il y a donc ici des valeurs qui s'opposent, qui sont contradictoires et sans doute faut-il soutenir l'autonomie même dans cette première capacité afin d'aider la personne à mettre une hiérarchie dans ses désirs et accepter par exemple de se laver pour voir ses petits-enfants. Le désir et la valeur, la différence c'est que dans la valeur, qui est un désir un peu prioritaire, il y a un sentiment d'estime de soi-même qu'on n'a pas forcément dans le désir qui est plus pulsionnel. Mais l'autonomie n'est pas seulement cette première capacité-là à être un sujet axiologique, à avoir sa conception des choses, à avoir ses désirs et ses valeurs, c'est aussi, deuxième capacité, la capacité à traduire, à savoir traduire dans les mots, pour être compris, ses désirs et ses valeurs, à savoir traduire surtout dans les actes ses désirs et ses valeurs, afin de savoir comment les rendre effectifs, quelles activités permettent de les réaliser. Et bien souvent, les personnes souffrant de troubles psychiques, de déficits cognitifs, et même de troubles moteurs, de handicap moteur, ont bien du mal à trouver les moyens, les mots d'ailleurs pour exprimer ce qu'ils ressentent, et trouver les moyens, trouver le traitement qui peuvent mieux leur correspondre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut simplement décider à leur place? Non. Cette réflexion sur l'autonomie comme double capacité invite justement les soignants, voire les aidants, à essayer de déchiffrer la volonté, capacité premier sens de la personne, en interprétant ce qu'elle veut dire, et deuxièmement, à soutenir l'autonomie au sens de la deuxième capacité, c'est-à-dire à proposer des activités susceptibles de correspondre à la volonté de la personne. Donc on voit bien que l'autonomie comme double capacité illustre complètement ce que je disais tout à l'heure. Au lieu on évite deux écueils, l'un où on laisse la personne devant son plateau repas, elle ne parle pas, on la laisse comme ça, les personnes âgées comme ça, ou alors un malade schizophrène, que voulez-vous comme traitement, on le laisse comme cela, ou on l'abandonne. Deuxième écueil, on comble sa vacance systématiquement, on décide à sa place et c'est lui faire violence. Et la personne peut réagir par la prostration ou par même une manière, un sentiment, en manifestant, même de manière seulement infraverbale, qu'elle n'est pas bien. Et pour éviter ce double écueil, cette troisième voie que je dessine, c'est une manière d'aller chercher la personne là où elle est, et on voit bien que ça suppose d'être capable d'identifier, de déchiffrer, de comprendre ce qu'elle veut sans se projeter sur elle, mais donc en étant capable d'aller chercher l'autre dans son altérité, et un certain sens pratique où on va lui proposer des activités susceptibles de correspondre à sa volonté, des traitements susceptibles de correspondre à ses valeurs et de ne pas justement blesser son estime, de conserver son estime de soi. Donc on voit aussi
que ce sens de l'autonomie, qui complexifie la notion, est solidaire d'une conception de l'identité personnelle. Non seulement l'identité personnelle, ce qu'on appelle en philosophie l'ipséité, le fait d'être ipsé soi-même, non seulement l'identité personnelle n'est pas seulement dépendante des capacités entrant en considération dans l'évaluation des compétences d'un sujet. Bien sûr que l'évaluation des compétences ou des capacités cognitives, c'est important, mais l'identité, vraiment, ce n'est pas seulement cela. L'identité, et elle est même peut-être au-delà de ce qui constitue seulement la mémoire. Ça, c'est si on pense aux malades d'Alzheimer dont les valeurs parfois peuvent changer au cours de la maladie. L'identité implique la considération de ce que la personne est ici et maintenant. L'identité est au présent. Et ça, c'est très important quand il s'agit de penser la qualité de la vie, notamment en fin de vie, la qualité de la vie présente. Cette manière de reconfigurer donc l'autonomie en substituant à la représentation classique du sujet une conception moins intellectualiste permet justement de penser l'accompagnement d'un malade lourdement handicapé, notamment sur le plan mental. Comme je disais, les handicaps affectent non pas la première capacité, mais la deuxième. De même, cette distinction signifie que le malade peut être autonome même quand il n'agit pas par lui-même et qu'il délègue sa volonté à un autre. Donc, il y a une troisième voie entre le paternalisme d'un côté et l'abandon de l'autre. Et cette démarche explique aussi que toute la réflexion éthique est basculée de l'application des principes aux dispositions à acquérir, qui sont multiples, voire aux composants affectifs du jugement médical permettant de déchiffrer la volonté d'une personne atteinte de déficit grave ou même étant dans le déni. Jusqu'où doit-on dire la vérité et comment la dire? Le principe ne pas mentir à un malade, mais la question, on la voit, elle bascule pour comment dire et quand. Et là, on retrouve la prudence d'Aristote et beaucoup d'autres choses, mais en tout cas, on retrouve une réflexion sur l'éthique des vertus, quelle disposition à acquérir, qu'est-ce que bien agir ici et maintenant. Et tout ça, c'est le cœur de cette réflexion, c'est une réflexion sur la responsabilité. La responsabilité qui n'est pas seulement l'obligation professionnelle découlant d'un engagement préalable, la responsabilité qui désigne une réponse personnelle et à une personne, donc à un individu pris dans sa spécificité et avec l'idée d'un engagement personnel à justement entendre sa réponse. Donc, tout cela, tout ce que je dis, donc, ne signifie pas, par exemple, que quand la personne, imaginons un malade qui soit dans le coma, donc qui ne soit plus du tout compétent, même pas au sens de la démence, eh bien, cela signifie pas, ce que j'ai dit, que nous pouvons en dire tout du malade, décider à sa place, y compris quand il est dans le coma. Et cela ne signifie pas qu'il faille, par exemple, refuser d'interrompre des traitements qui n'ont pour but que de maintenir artificiellement en vie une personne. On peut penser que la dignité d'une personne est donnée, que donc la personne n'est pas subordonnée à sa capacité à être un agent conscient. Et en même temps, on peut donc déclarer que l'humanité subsiste même quand les conditions permettant à un être de communiquer sont détruites, parce que son cerveau est endommagé de manière irréversible. Et en même temps, on peut proposer l'arrêt ou la limitation des traitements curatifs. Aussi, lors d'une décision de limitation et d'arrêt des traitements curatifs, le malheur meurt de sa maladie, mais cette décision est prise en fonction de l'état de la personne et du caractère proportionné ou non des traitements. Et je dis cela parce que c'est toujours pour souligner qu'au lieu d'avoir une décision abstraite liée à un principe également abstrait relatif à la qualité de la vie qu'on plaquerait sur toute personne, la réflexion sur la proportionnalité des soins qui est développée ou qui est au cœur de la loi Leonetti ou loi du 22 avril 2005 et même de la loi de droit des malades de 2002 montre que le point de départ, c'est la maladie et l'évaluation de la proportionnalité des traitements. Dans un premier temps, les traitements peuvent avoir été faits au bénéfice du doute pour donner toutes ces chances aux malades, donc on l'a beaucoup réanimé. Dans un deuxième temps, après, au décours de la réanimation, on voit qu'ils ne sont plus bénéfiques aux malades. Et donc se pose la question d'une médecine consciente de ses limites, consciente de sa très haute technicité.
laquelle peut donner des cas d'acharnement thérapeutique, et consciente aussi que parfois pour mieux faire, il faut moins faire ou arrêter. Donc là aussi, on voit que tout ce que je dis là implique un changement de culture médicale, déjà largement engagé avec la question des soins palliatifs, mais pas suffisamment si on en voit tous les débats ou les personnes qui qui disent encore ou qui osent dire encore qu'il n'y a pas de différence entre faire mourir et laisser mourir. Donc, alors évidemment, tout ce que je dis là, donc le respect de la personne que son état a placé dans une situation de dépendance, ne signifie pas que la notion d'autonomie n'ait pas de sens. Même quand on est dépendant, on peut être autonome au sens où je l'ai dit. Mais cette situation de dépendance, de vulnérabilité, souligne en plus, en outre, le lien entre le respect de l'autonomie propre au malade et la reconnaissance de la capacité de chaque soignant à témoigner de son engagement à défendre la dignité du patient. C'est-à-dire que la dignité de l'autre, ce n'est pas moi qui en suis la mesure, je ne sais pas, la dignité de l'autre n'est pas relative au point de vue que j'ai sur la vie, sur ce que je pense, etc. Et en même temps, je m'en porte garante de la dignité de l'autre. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est d'insister pas seulement sur l'autonomie du malade, mais aussi sur l'autonomie de chaque soignant. Parler de la responsabilité, ce n'est pas évacuer une fois pour toutes l'autonomie, c'est au contraire l'affirmer de plus en plus, même si on en donne une définition plus subtile que celle qui accourt dans les simples discussions sur l'identification entre l'autonomie et l'autodétermination. Alors il serait là intéressant de réfléchir à ce que veut dire l'autonomie du soignant, qui n'a rien à voir avec les normes de la bientraitance, c'est même le contraire, puisque l'autonomie est une prise et le fait d'avoir confiance aussi en sa capacité à voir ce qui peut être bien pour le malade. Et il faudrait réfléchir aussi au lien entre l'autonomie du soignant et la cohésion de l'équipe quand on travaille avec d'autres. C'est un sujet extrêmement important que je ne traiterai pas faute de temps, mais il y a aussi des outils philosophiques pour penser ce que peut être une décision collective, une procédure collégiale, mais aussi au-delà des procédures, une décision collective, ce que peut être au-delà de la recherche du consensus, la réflexion à partir des différences de vécu et des conflits qui surgissent souvent à l'occasion d'un cas ou cas difficiles et qui permettent d'enrichir peut-être l'identité d'une équipe de soins. Mais moi, je n'ai pas le temps de traiter cela. Je vais traiter ce que j'ai annoncé ce sera mon deuxième point, de l'éthique de l'autonomie et de l'éthique de la vulnérabilité, l'opposition. C'est-à-dire, c'est quoi l'éthique de l'autonomie ? Bien, c'est la conception que les hommes, nos contemporains et nous-mêmes avons de l'autonomie, une conception qui fait de l'autonomie la valeur des valeurs, alors même qu'on l'a vidée de tout contenu. Alors moi, c'est ce que j'appelle l'éthique de l'autonomie. Et cette éthique de l'autonomie, elle est implicite dans certaines demandes de patients ou revendications sociétales, le droit à. Pas seulement le droit de, droit à liberté, droit de faire quelque chose sans être gêné par l'autre, liberté négative, mais droit à, droit que la société me donne les moyens de faire ceci, cela. Et souvent, par exemple, cela se reflète dans certaines demandes de patients qui vont bien au-delà des demandes de soins et qui consistent à aider une personne à être plus heureux, ou des demandes donc qui sont tout à fait différentes de celles qui sont liées à la maladie. Donc bon. Et l'autonomie, si vous voulez, dans notre société, peut-être, devient finalement une norme, comme s'il y avait une obligation à être soi, voire à n'être que soi, comme une exigence d'être soi, d'être toujours plus soi, et en même temps, cette autonomie, elle est vidée de son contenu, elle est vidée en tout cas du contenu universel que lui donnait Kant, qui a donné justement, qui a consolidé cette notion. Chez Kant, par exemple, l'autonomie, c'est la soumission à la loi morale en moi, qui est ce qu'il y a de plus universel. Pareil chez Rousseau. L'autonomie, loin d'être la soumission à mes désirs, qui me jette souvent dans l'hétéronomie. L'autonomie est vraiment quelque chose, je ne peux pas vouloir que les autres mentent. C'est pour ça que pour Kant, le mensonge est une
une contradiction logique et l'exemple même qu'il donne du contraire de ce qu'est le devoir parfait. Il dit, je ne peux pas vouloir que les autres mentent. Quand je mens, c'est une mise en exception, je le sais tout de suite, et je n'ai pas besoin pour ça d'avoir lu tous les livres ou d'avoir tel ou tel désir. Et nous, ce qu'on voit, c'est que ce qu'on appelle l'autonomie dans notre société, ce n'est pas tellement cela, c'est plutôt faire ce que je veux, et c'est souvent la pression des désirs, bien plus cette autonomie est le comble de l'hétéronomie, car bien souvent ces désirs sont complètement façonnés par les règles du marché, les modes du marché, et les individus expriment quelque chose, une vision de la vie digne, et en fait intériorisent des représentations souvent négatives et privatives de la vieillesse, du handicap, et donc ça donne, sans trop le mesurer, à une idéologie de la performance qui fait que toute personne qui n'est pas jeune, belle, intelligente, productive, ne se dégoûte elle-même et se sent de trop. Donc, dans la volonté parfois que nous avons, je veux mourir, etc., ma vie n'est rien, cette volonté est l'expression de la volonté des autres, et loin d'être l'autonomie, elle est le comble de l'hétéronomie. Et il y a un autre paradoxe de cette éthique de l'autonomie, eh bien c'est aussi le désir d'une, si vous voulez, de sécurité qui pèse sur le législateur. On le voit dans les tests prédictifs, dans tout ce qui est toutes les questions de bioéthique où on demande au législateur d'encadrer cela. Eh bien il y a une demande même de liberté surveillée. Je veux faire tout ce que je veux, mais attention, sans aucun risque, s'il vous plaît. Si jamais il y a un risque, boum, il y aura un procès. Donc, si vous voulez, tout cela, ça modifie complètement le contexte dans lequel le patient ou les patients et les médecins se rencontrent. Et ça, c'est tout à fait. Donc, ça veut dire que il n'y a pas vraiment de colloque singulier aujourd'hui. C'est un petit peu, mais il y a une relation. Mais en tout cas, même dans un libéral ou ailleurs, eh bien, la société entre dans le cabinet. La société avec ses revendications, son climat, c'est tout cela. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, un petit peu l'éthique de l'autonomie. Bien plus, cette éthique de l'autonomie, donc, elle est liée, me semble-t-il, elle est liée à l'impasse sur la passivité du vivant, à l'impasse sur le fait que, si vous voulez, le sujet de l'éthique de l'autonomie est un peu un sujet vide, qui considère l'insatisfaction comme un échec, la vieillesse comme un naufrage, alors que le vieillissement et l'altération du corps et fait partie du tout sujet, de tout vivant qui vit d'eux et qui est soumis à cette temporalisation qu'il ne maîtrise pas. Bref, l'éthique de l'autonomie est hantée par la maîtrise de soi. Donc tout ce qui n'est pas, tout ce qui est frustration, tout ce qui est vieillissement, même handicap, bien tout ça c'est pensé de manière privative. Donc on fait l'impasse sur deux catégories qui pourtant seront au cœur de moi ce que j'appelle l'éthique de la vulnérabilité, à savoir l'altération, la prise en compte de l'altération du corps, sensible à la douleur, au plaisir, au temps, et deuxième catégorie, l'altérité. L'éthique de l'autonomie fait l'impasse sur la passivité, sur le fait que tout vivant est marqué par le malgré soi, par la passivité. Quand j'ai mal, ce n'est pas moi qui décide d'avoir mal. Quand je vieillis, ce n'est pas moi qui, comme dans le projet, constitue le temps, mais il y a une temporalisation, une passivité. Quand le corps s'altère, eh bien justement tout cela c'est la passivité. Et de même, le sujet de l'éthique de l'autonomie ne pense pas la différence dans sa positivité, c'est-à-dire qu'il ne pense pas l'altérité. Il voit le manque de mémoire, de facultés cognitives, comme un déficit, comme la preuve d'une vie de moindre qualité, une vie d'insignifiance, une vie qu'il faudrait éliminer ou ne pas faire naître. Donc il y a ici, c'est de grandes tendances, mais une tendance à une ontologie privative, négative, qui explique que nous ne parvenions pas à intégrer les êtres que, justement, leur handicap, leur âge placent au-dessus du seuil nécessaire pour, selon nous, avoir droit à ceci, cela, ou avoir une vie, entre guillemets, de dignité. Vous voyez que le mot dignité, qui pourtant est lié à l'idée que quelque chose qui est d'emblée donné et qui ne se mesure pas, devient, dans les revendications sociétales, un mot chargé
et qui sert à mesurer des vies qui seraient dignes et puis d'autres qui seraient vraiment indignes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des vies diminuées. Il y a des conditions de vie qui font qu'on vit en dessous, on ne peut pas s'épanouir, et ça, ce n'est pas un malheur personnel, c'est une injustice. Mais dire que, si vous voulez, ceci, cela, le handicap fait qu'on n'a pas une vie digne, c'est vraiment se tromper de cible. Et c'est une attaque tout à fait importante. Enfin, je veux dire, là, vraiment, c'est très important. Donc, bien plus, nous adoptons à l'égard des personnes handicapées, par exemple, ou des personnes âgées, un double discours. D'un côté, nous mettons en place un système qui pourvoit à leurs besoins, et d'un autre côté, on continue de colporter un idéal de performance qui est élitiste et qui conduit ces personnes, et même les personnes âgées, à intérioriser des représentations qui font qu'elles se sentent inutiles et de trop. Donc, il y a vraiment ce double discours qui peut donc s'associer à quelque chose de compassionnel et complètement ne nous met pas du tout sur le chemin d'une véritable intégration des personnes, que leur situation de dépendance ou de vulnérabilité, justement, ne nous met pas sur le chemin d'une intégration des personnes en situation de dépendance ou de vulnérabilité. Donc à cette éthique de l'autonomie qui fait l'impasse sur la passivité essentielle du vivant et ne pense pas à l'altérité, hein, eh bien, j'oppose une éthique de la vulnérabilité dont l'ambition est de corriger ou de compléter la philosophie du sujet qui sert de fondement au contrat social actuel, qui est plutôt lié à la forme de réciprocité. Alors bien sûr, ici, je vais me limiter au champ de l'éthique médicale, qui est un laboratoire pourtant formidable pour la philosophie politique. Je vais me limiter à ce champ, mais d'ores et déjà, je souligne l'ambition de cette éthique de la vulnérabilité, qui est une philosophie du sujet alternative, si vous voulez. Donc cette éthique de la vulnérabilité, elle se fonde sur une triple expérience de l'altérité. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité entre trois expériences de l'altérité, et je les ai déjà suggérées, mais je vais là être plus claire. La première expérience de l'altérité, c'est l'altération du corps propre, mais aussi l'incomplétude du psychisme. Cette incomplétude du psychisme fait que nous sommes dépendants les uns des autres. Alors, cette insistance sur l'interdépendance est caractéristique de l'éthique du care, dont un des paradigmes était la relation du nourrisson, sa dépendance, sa fragilité, qui fait que nous avons tous eu quelqu'un qui s'occupait de nous, sinon nous n'en serions pas là. Mais moi, si vous voulez, j'essaie d'aller un tout petit peu plus loin, si je puis dire. Ce n'est pas seulement la psychologie, ni même l'anthropologie qui compte dans le lien tracé entre dépendance et vulnérabilité, mais il me semble que la fragilité du vivant, pas seulement de l'homme, impose de renverser le sujet, c'est-à-dire de penser son identité comme étant caractérisée par le rapport à l'autre que soi. Donc au lieu de penser le sujet comme une volonté liée à la capacité à faire des choix et à en changer, qui est une définition finalement atomiste, eh bien moi je pense le sujet relationnel, comme l'éthique du care, mais bien plus, je pense le sujet comme rapport à l'autre que soi. Et c'est-à-dire que l'éthique est installée ici au cœur du sujet, le renverse et est liée au primat, ou l'affirmation du primat de la responsabilité sur la liberté. Et justement, c'est là que se fait le lien avec la deuxième expérience de l'altérité. Et cela renvoie à ce que dit Lévinas, seul un moi vulnérable, sensible à la souffrance, à l'altération, etc., au vieillissement, peut être responsable. Et la responsabilité, c'est une expérience de l'altérité, car, je le disais tout à l'heure, elle n'est pas, fondamentalement, elle n'est pas choisie. L'obligation professionnelle parentale découle d'un engagement préalable, est liée à mon intentionnalité, à ma volonté. Mais la responsabilité, c'est un choc, au sens où je ne reviens pas seulement à moi, mais la souffrance de l'autre, le sort de l'autre me concerne, me saisit, me sort aussi de moi. Donc ce mouvement de sortie de soi, ce que Lévinas appelle le désintéressement, eh bien, c'est ça qui définit à la fois la responsabilité et qui définit le sujet. Donc il faut entendre le mot responsabilité en des termes non psychologiques et en des termes non moralisateurs. L'enjeu est de penser le sujet autrement que comme un sujet centré sur lui et ramené à la préoccupation pour sa propre mort. Et il y a un lien entre l'expérience de l'altération du corps, première expérience d'altérité, et l'expérience de l'altérité, la deuxième, liée à ma responsabilité pour l'autre,
puisque justement c'est la proximité avec l'autre vulnérable qui fait que je ne reviens pas à moi. Notons que le sujet est maintenu, mais son identité est placée hors de lui. Je suis ce à quoi je réponds et la manière dont j'y réponds. L'éthique ici, justement, ce n'est pas la morale. La morale, c'est l'ensemble des préceptes moraux qui font que je me conduis ceci, cela. L'éthique ici, c'est la dimension du rapport à l'autre, c'est plutôt plus précisément la mise en question de moi par l'existence de l'autre. Et comme dit Lévinas, ce n'est pas la liberté de l'autre qui me met en question, comme si nous étions dans un jeu de liberté rivale, comme dans la domination, etc. Mais ce qui me met en question, c'est l'existence de l'autre, le fait qu'il soit autre, son altérité, et qui fait que justement son visage me lance un appel à le protéger, mais aussi autrui et celui que je peux vouloir tuer. Le meurtre étant justement non pas le fait de mettre à mort son corps biologiquement, mais étant le meurtre et anéantissement, volonté d'anéantir l'altérité comme telle, parce qu'on ne la supporte pas, et renoncement, dit Lévinas, à la compréhension. Donc, vous voyez, ça veut dire que le rapport à l'autre, contrairement au rapport aux autres objets que nous constituons, que nous maîtrisons, eh bien, me met dans une dimension qui n'a rien à voir ni avec la perception, la simple connaissance, ni même avec le jeu de la possession. Quand le rapport à l'autre, même dans la violence, qui est toujours latente, eh bien, le rapport à l'autre, même dans cette violence latente, et quand j'accepte, a fortiori, la responsabilité que j'ai pour lui, eh bien, le rapport à l'autre, ce n'est pas un rapport seulement entre libertés. Et ça, c'est vraiment, et évidemment, dans le champ clinique où nous sommes en contact avec des personnes atteintes dans leur chair, psychiquement, qui souffrent des effets esthétiques, des traitements, où leur identité narrative, leur identité est vraiment affectée par la maladie, qui est un assaut ontologique, qui modifie même le moi social, eh bien, la rencontre avec ces personnes vulnérables souligne le lien entre les deux premières expériences de l'altérité, et ce lien donne un sens à la compassion, qui est également une dimension du rapport à autrui, et pas seulement un sentiment. Alors, la troisième expérience de l'altérité, qui constitue, selon moi, l'éthique de la vulnérabilité, est liée à mon rapport aux institutions de ma communauté, à ma manière d'être au monde, de vivre ce qui se fait ou pas au niveau des institutions politiques et de m'en sentir responsable. Une communauté politique dans laquelle je ne suis non pas un moi, mais moi, donc avec l'idée d'une identité également située dans un contexte. Et là aussi, la santé, c'est pas seulement le duo patient-soignant, voire patient-équipe de soins, mais c'est aussi la société, avec le coût, avec la prévention, et puis tout le contexte dont on a parlé, qui entre au chevet du patient et qui détermine tant ses revendications, etc. Donc, loin d'être un simple tremplin pour une liberté individuelle, le rapport au monde, aux autres, constitue mon identité. Et me conduit à cerner mes exigences. Donc celles-ci ne sont pas seulement liées aux avantages que je peux retirer de la vie sociale, mais elles désignent mes priorités et mes valeurs. Donc enfin, dernier point, la responsabilité humaine, je crois que c'est mon troisième point. J'ai dit tout à l'heure que l'éthique de la vulnérabilité avait une ambition qui était de procurer à la philosophie, et à la philosophie politique en particulier, une autre conception du sujet de la socialité, dont l'ambition serait de modifier les termes du contrat social, voire d'écrire un nouveau contrat social. Alors, l'éthique de la vulnérabilité n'est pas séparée des théories de la justice, mais de plus, son lieu de naissance, son spécificité, c'est vraiment l'interaction entre l'ontologie et la politique. L'ontologie désignant justement la manière dont on se rapporte à l'être, enfin dont on se rapporte en tout cas là, dont on pense le sujet en tout cas. Donc, nouant mon rapport à moi, mon rapport aux autres et aux politiques, elle indique que par l'acceptation de la fragilité psychique et physique, je sais que les autres ne sont pas un non-moi et que le politique n'est pas une simple armature de droit, mais le lieu de la formulation d'une identité narrative. Donc l'éthique de la vulnérabilité ne se limite pas en ce sens à penser l'accompagnement des personnes vulnérables, même si l'accompagnement des personnes vulnérables ont été un laboratoire formidable de la pensée, car eh bien, c'était un défi que de penser l'identité, l'autonomie d'une personne en situation de dépendance extrême, Alzheimer, etc.
Donc justement, là, c'est là que le champ clinique est vraiment une incitation à affiner les catégories éthiques, comme l'autonomie, et à les reconfigurer. Et dans ce travail, on a vu que l'autonomie n'était plus seulement l'indépendance, pure et simple, que la vulnérabilité n'est pas seulement fragilité, elle est certes fragilité, besoin de l'autre, mais elle est aussi ouverture à l'autre, responsabilité pour l'autre, donc force. Et qu'on a vu aussi que tout cela supposait, au lieu d'opposer de façon binaire responsabilité du bienfaisance médicale, autonomie du patient, la responsabilité du médecin était au cœur de ce travail, mais on a vu aussi que toutes ces catégories, autonomie, vulnérabilité, responsabilité, sont vraiment articulées rigoureusement. Et c'est l'articulation des l'une aux autres qui fait que leur contenu change. Mais l'éthique de la vulnérabilité, donc, qui donne un autre contenu à l'autonomie, mais qui la signale comme étant fondamentale, parce qu'il ne s'agit pas d'enfermer le malade dans la passivité, mais au contraire de l'aider à s'aider et aussi à prendre en charge son corps, son mode de vie, etc. C'est très important. On aura peut-être l'occasion de parler de l'éducation du patient, notamment pour les maladies chroniques. Eh bien, tout cela, malgré tout, l'enjeu de tout cela va au-delà du champ de l'éthique médicale et biomédicale, puisque c'est quand même le cœur de l'horizon de cela, c'est la contestation du modèle du contrat social sur lequel nous continuons de reposer et qui fait à croire que nous sommes des libertés en face d'autres libertés dans des rapports de symétrie et qui laisse donc de côté, bien souvent, les personnes en situation de vulnérabilité à l'égard desquels nous pouvons avoir des relations éthiques, mais que très rarement nous faisons passer à la justice, c'est-à-dire que nous en restons à l'éthique, mais nous ne les aidons pas à participer d'une manière ou d'une autre au monde. Voilà. Donc l'éthique de la vulnérabilité, en conclusion, dont les catégories principales sont, je le répète, l'autonomie, la vulnérabilité et la responsabilité, articulées ensemble, eh bien, incite à ce travail en plusieurs étapes qui dépassent l'éthique médicale et qui invite à la construction, à la proposition d'une autre philosophie du sujet. Donc, sans remettre en question l'importance de la notion d'autonomie, eh bien, ni même discuter de son statut de principe en éthique médicale, il s'agit aussi de retrouver une dimension oubliée de ce mot autonomie, et cette dimension renvoie à l'étymologie première, nemo, qui veut dire partager, est autonome celui qui a sa propre portion. Cette idée que les hommes ont tous, si vous voulez, un corps, l'insistance sur la corporéité du sujet, sur sa vulnérabilité au premier sens, eh bien, et que l'homme a aussi la responsabilité des autres espèces, des autres hommes, mais aussi des autres espèces, et l'horizon de cette éthique de la vulnérabilité. Donc l'idée n'est pas seulement de déconstruire les catégories qui font que nous adhérons à une éthique de l'autonomie ou à une idéologie de la performance, mais de compléter ou d'enrichir la philosophie du sujet afin d'asseoir les droits de l'homme sur des bases nouvelles qui impliquent un autre mode d'organisation sociale et politique. Et alors ce chantier a abouti, et je m'arrêterai là, à 2 ouvrages, en tout cas pour moi, L'autonomie brisée, bioéthique et philosophie, qui était vraiment centré sur l'éthique médicale, et Éléments pour une éthique de la vulnérabilité, les hommes, les animaux, la nature, qui, comme son sous-titre l'indique, concerne également le champ de l'environnement et le rapport à la question animale, et avec à chaque fois un volet politique au niveau des modifications politiques et institutionnelles rendant nécessaires ces changements que j'indique, et un volet pas seulement éthique mais ontologique, c'est-à-dire visant à redécrire autrement les existentiaux, les catégories fondamentales permettant de penser l'exister, pas seulement le vivre humain mais l'exister. Donc voilà, je vous remercie. Madame Pelluchon, merci beaucoup. Merci beaucoup. On parlait ce matin déjà, merci beaucoup effectivement de mettre des mots sur des choses que l'on sent parfois en consultation et qu'on a du mal à penser. Donc merci pour ça. Et on parlait ce matin des maisons de santé pluridisciplinaires. Sachez que le jour où j'ouvre ma maison de santé pluridisciplinaire, je vous en ferai une place. Et voilà, la pluridisciplinarité, c'est aussi finalement, au-delà du médical et paramédical, c'est aussi le reste. Donc merci beaucoup.
Professeur Roger Gilles, vous êtes médecin. Que pensez-vous de ce discours de nos partenaires philosophes? Oui, j'ai l'habitude de côtoyer enfin Corinne Pelluchon et donc d'essayer de franchir cette étape difficile qui est de faire un commentaire qui a l'audace de venir d'un médecin qui a osé s'intéresser à l'éthique médicale depuis un certain nombre d'années. Je dirais donc que quelques-unes de mes réactions telles qu'elles transsudent en quelque sorte de la relation à l'autrui toujours fragile et vulnérable qu'est le malade, puisque par définition la relation médicale induit une situation dissymétrique, comme vous l'avez dit. Alors c'est vrai que nous avons beaucoup entendu parler de cette morale du devoir, et c'est vrai que dans les choix sociétaux qui ont été faits, le siècle des Lumières a abouti 200 ans après à son assomption, qui est la loi de 2002 sur les droits des malades hospitalisés et la qualité du système de santé, car probablement que les deux étaient liés, même si cette loi de 2002 est effectivement extrêmement complexe dans sa composition et ses attendus. Mais enfin, bien sûr, parler des droits du malade renvoie aux devoirs du médecin et des soignants. Et donc, ce que cette loi dit en creux, ce sont les devoirs. Si le malade a droit à l'information, j'ai un devoir d'information. Si le malade doit consentir, eh bien, c'est mon devoir de le mettre en état de consentir. Et puis, excusez du peu, il faut que le consentement soit libre. Qu'est-ce que la liberté expresse? D'accord, explicite, ça peut se comprendre, oui, qu'est-ce que c'est? Mais encore, on peut disqualifier le sujet parce qu'est-ce qu'il comprend bien quand il dit oui, et en plus éclairé, ce qui suppose qu'il a accès à la plénitude lumineuse et astrale de la connaissance. Donc il y a bien sûr une naïveté intellectuelle dans cette loi qui bien sûr me renvoie d'une certaine manière peut-être alors à l'idéal de Kant. L'idéal est semblable à une étoile, nous ne pouvons l'atteindre, mais comme les marins, nous établissons notre route d'après elle. Alors oui, bien sûr, j'ai le cap c'est la lumière, c'est les étoiles, et la loi met ça très haut. Mais c'est vrai que la loi sur les droits des malades hospitalisés, qui est empreinte de ce souci autonomique jusqu'à l'obsession, et bien cette loi... elle ne fait plus de place du tout à la bienfaisance, bien entendu. Elle a été évacuée. À aucun moment on nous demande d'être gentil, d'être bon, et a fortiori d'aimer. Alors, il est évident que l'amour est suspect, et d'ailleurs il était si suspect à Emmanuel Kant, qui disait vraiment comment, dans certaines religions, on ose faire de l'amour un commandement, mais non. Mais c'est impossible. Si l'amour est un sentiment, ça ne peut pas être un commandement. Et alors, comment coller une mémoire à une tendance? Comment coller un devoir, une morale à une tendance? Non. C'est la morale du devoir qui doit compter. A-t-on même le droit d'être content? Oui, dit Kant, mais en retour. Et bien sûr... d'autres que lui, comme Shaftesbury, Hutcheson, avaient défendu un sens moral, mais Kant préférait que du devoir accompli, nous recueillions une satisfaction, mais pas d'en faire le primum movens. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et là, effectivement, c'est l'apport de ma discipline, c'est-à-dire la neurologie et les neurosciences, à l'éthique et à la morale, c'est... l'émotion a-t-elle une place? On a vu combien on a pu au cours du temps se méfier de l'émotion jusqu'à ce qu'elle soit totalement évacuée dans la loi de 2002,
dans une république froide. Or, l'émotion a la vie dure. L'émotion a la vie dure, mais on peut dire qu'on doit peut-être aussi considérer que ce qui peut donner du mouvement à la vertu, ce qui peut lui donner du sel, du goût, ce mouvement, c'est l'émotion. Et bien sûr, à côté de cette morale du devoir, dans la pratique médicale, reste la place du sentiment. Et aujourd'hui, nous avons des travaux scientifiques extrêmement importants qui valident cette dimension essentielle du choix, puisque nous, médecins et soignants en général, nous sommes affrontés à des choix, et que les choix, par définition, intrigue, raison et émotion. C'est le mérite de quelques grands neurologues, dont Antonio Damasio, de l'avoir montré avec beaucoup de pertinence. Mais parce que la philosophie m'a toujours semblé, moi qui ai l'audace de la découvrir comme ça, sans vrai maître, que les livres qui s'offraient à moi, j'ai trouvé quand même Adam Smith, par exemple, et je me permettrai juste, et Hume, pour qui j'ai une grande affection. Et alors, ils ont promu une morale de la sympathie. Une morale de la sympathie que nous devons lire aujourd'hui avec nos connaissances. Et donc, je suis retourné au texte pour savoir qu'est-ce qu'ils appelaient la sympathie. Vous savez, il faut beaucoup se méfier de ces éthiques déclamatoires de Café du Commerce. On s'aime, c'est bien, on est tous d'accord, on ne comprend rien aux mots. Et moins on les comprend, c'est vrai, plus on est d'accord. En particulier, le respect de la dignité de la personne humaine, ça m'a toujours effaré. Qu'est-ce que c'est que le respect? Qu'est-ce que la personne humaine? Ah bon, il y a des personnes qui ne sont pas humaines. Je sais. Bon, voilà. Je veux dire que c'est extrêmement complexe. Et alors, en retournant aux sources, on trouve des intuitions prophétiques. Parce que, j'ai juste envie de vous dire, ça me paraît extrêmement important, qu'est-ce que c'est que la sympathie dans cette morale des sentiments? Alors, j'ai lu Hume. Et Hume dit, par exemple, c'est grâce à la sympathie que les êtres humains réfléchissent leurs émotions, deviennent ainsi des miroirs les uns des autres, éprouvent par la capacité de leur imagination les affects d'autrui grâce à un principe de similitude. Phrase extraordinaire, parce que, vous savez, quand en neurologie on dit « je me reflète, les émotions me reflètent », eh bien, je pense aux neurones miroirs. Ces neurones miroirs, ce sont elles qui nous ont pris le sourire du premier être que nous avons vu. Nous avons souri grâce à cette capacité d'imiter et d'entrer dans l'émotion d'autrui. Et ceci s'appelle aujourd'hui l'empathie. La sympathie des philosophes, c'est l'empathie. Et l'empathie que je vous décris, c'est l'empathie émotionnelle. Mais savez-vous que l'empathie émotionnelle repose sur une partie du cortex cérébral, qui est un cortex très archaïque que nous rencontrons déjà chez l'oiseau. Cette empathie est à la base de la cognition sociale, mais la cognition sociale, c'est toute la morale, c'est toute l'éthique, c'est la relation à autrui. Et donc, ce que dans ma discipline, on appelle la cognition sociale, je la retrouve comme une déclinaison de l'éthique qui est comment je me comporte vis-à-vis d'autrui. Et alors, je saute tout de suite à Adam Smith. Et j'ai vu dans Adam Smith un autre prophète, différent de Hume. Hume a décrit pour moi le premier, l'empathie émotionnelle. Et Smith dit, la sympathie a une dimension imaginative qui permet de se mettre à la place de la personne concernée. À la place. Et cela suppose aujourd'hui, en langage neurologique, une capacité de théorie de l'esprit. Ça veut dire, je fais des hypothèses sur ce que l'autre pense, et dans la vie quotidienne, nous le faisons tout le temps, sinon il n'y a pas de relation sociale. Mais l'empathie veut plus, je pressens ce que l'autre pense, et je prends sa place. Et là, nous sommes dans l'empathie cognitive. Et j'ai été effectivement très heureux de voir que ces deux philosophes avaient décrit
les deux formes de l'empathie que nous reconnaissons aujourd'hui, alors oui, l'empathie cognitive, elle repose sur un cortex beaucoup plus évolué, qui atteint son assomption dans le processus d'hominisation, cortex frontal, dorsolatéral, impliqué dans les fonctions capitales, les fonctions dites exécutives qui nous permettent de gouverner notre vie, de choisir, de changer de choix, de programmer, d'anticiper, etc. Au fond, effectivement, l'impression que j'ai, c'est qu'il ne faut sans doute pas abandonner tout ce qui nous permet de décrire ce que Corinne Péduchon nous a décrit en exercice, car la pathologie nous donne précisément à voir des situations dans lesquelles ces capacités empathiques sont altérées, et effectivement, ceci, nous pouvons aujourd'hui très bien l'explorer à travers l'étude des dilemmes moraux qui nous montrent comment l'émotion vient s'inviter d'emblée, de manière très primitive, dans cette incapacité que nous avons à faire du mal à l'autre, dans cette sensibilité à la souffrance de l'autre. Et je retrouve un retour sur Lévinas, parce que Lévinas, loin d'une morale de la déduction rationnelle froide, quand Emmanuel Lévinas dit « c'est le visage de l'autre qui me dit « tu ne me tueras pas », oui, parce que le visage de l'autre me renvoie d'emblée à ma propre humanité. Mais du coup, et je vais terminer juste par là dans ce monde, parce que le temps passe, je crois qu'il faut aussi retourner l'image de Lévinas dans notre pratique quotidienne. Oui, responsabilité pour autrui, le visage de l'autre. D'ailleurs, le visage de l'autre me dit ma propre humanité, puisqu'effectivement, de tous les visages ici présents, le seul que nous ne voyons pas, c'est bien le nôtre. Et donc, ce sont les autres qui sont plus importants que nous, puisque le visage de l'autre atteste que je suis bien un humain. Mais n'oublions pas le retournement, c'est que dans la relation à autrui, nous devons nous signifions l'humain à l'autre, et particulièrement au malade. Et là, du coup, après avoir fait aller le balancier dans le sens de l'émotion, je voudrais de la confiance en l'émotion, je voudrais aller dans la défiance à l'émotion. Oui, bien sûr, parce que nous venons de loin dans le processus d'hominisation. Et nous sommes, évidemment, habités par des émotions primaires. On les connaît bien. La peur, la joie, le dégoût, la colère, la tristesse. Ces émotions primaires, elles ont eu, dans l'évolution de l'humanité, un rôle capital. Elles ont permis la survie de l'homme. C'est parce que je sais détecter la colère chez autrui que je peux me sauver si je suis dans une situation difficile, ou le combattre, que je peux... Le dégoût est aussi, et méfions-nous de ces sensations primaires, parce qu'elles affleurent très vite, et parfois malgré nous, dans notre visage et dans notre regard. Or, bien sûr, le visage est l'effet iceberg de la personne. Les Grecs avaient ce très beau mot, prosopone. Et nous, bien sûr, nous avons été encombrés, on n'a personne. Et Lévinas nous a bien montré combien ce visage est le reflet de la personne. Ce que les Grecs avaient bien pressenti dans ce travail des premiers siècles de notre ère, quand ils ont dit, au fond, il y a le prosopone, c'est le masque, et derrière, il y a l'hypostase, que nous, latins, nous avons mis tant de temps à comprendre. On l'a confondu avec l'essence, ou zia, en grec, alors qu'en fait, il s'agit de la substance. Il y a l'effet iceberg, il y a tout ce qu'il y a dessous. Et donc, effectivement, la personne se donne à voir, d'emblée. Et alors, nous, médecins, surtout quand nous sommes jeunes, avec si peu de formation aujourd'hui en éthique, accessoires, optionnels, optative, etc., pensons que notre émotion est sans cesse provoquée. Elle est sans cesse provoquée et donc elle demande un travail sur nous-mêmes. Et je pense en particulier à ce qui peut se passer quand nous entrons dans une chambre et quand nous trouvons une humanité tellement brisée, sale,
sanglante, sentant mauvais, et que notre visage dessine, malgré nous, une moue de dégoût. Eh bien, le malade est très sensible à ça. Et dans la maladie d'Alzheimer en particulier, un travail que j'ai trouvé très intéressant de neurosciences vient de montrer que, alors même que les malades ne reconnaissent pas les visages, alors même qu'ils ne peuvent pas nommer les émotions, ils peuvent les discriminer, et que l'émotion qui reste la plus détectable, c'est le dégoût de l'autre, c'est le dégoût dans les visages. Et forcément, puisque c'est le dégoût qui est une protection de l'humanité, et ce malade, nous le mettons en posture de danger. Émotion, merveilleuse émotion, émotion, tragique émotion. Il y a aujourd'hui à faire un travail et une formation qui intègre toutes ces données dans une relation où on ne confondra plus la psychologie et l'éthique, la psychologie pensée, etc. Mais non, où il faut s'appuyer sur du vrai pour dire ces travaux-là, aujourd'hui, ils peuvent influer nos comportements. Ils peuvent, comme le disait Paul Ricoeur tant de fois, nous donner à penser. Et je crois que, finalement, ceci permet de joindre deux rêves. C'est vrai que, en entendant Corinne Pelluchon, et c'est pas la première fois, je me suis dit, au fond, moi, il y a un homme, mais c'est vrai que je l'aime follement, qui me revient toujours en mémoire, c'est Albert Camus. Et Albert Camus avait promu l'éthique qui me paraît au cœur de la pratique médicale, qui est une éthique de la compréhension. Pourquoi soignez-vous, dit-il dans La Peste, tous ces gens? Demande-t-on au médecin. Je ne sais pas. Oui, c'est la compréhension. Ce mot, dont on n'a pas le temps de travailler l'étymologie, dit tout et beaucoup. Et je pense aussi que pour nous soignants, il montre une autre exigence, c'est que nous sommes contraints pour être crédibles et pour dépasser les discours, à passer d'une éthique de la compréhension à une éthique performative, c'est-à-dire, pour moi, l'éthique performative, celle que je défends, bien sûr, c'est celle qui s'efforce de faire passer en acte ce qu'elle se propose de dire. Et ainsi, l'éthique a toujours deux pieds, un pied dans la conscience qui délibère et un pied dans l'action. Merci. Merci beaucoup, professeur Gilles. Merci d'avoir tenu les temps aussi. Je m'adresse à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a à peu près 5 à 10 minutes. Après, je me ferai taper sur les doigts, mais j'en prends la responsabilité. Bon, si personne ne se lance, je me lance. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que tous les deux, vous nous demandez finalement un travail relativement exigeant. C'est-à-dire, le professeur Gilles, vous parliez d'un travail d'empathie, finalement, un travail d'empathie émotionnelle ou cognitive. Madame Pelluchon, vous nous parliez d'un travail de déchiffrage des patients dans leurs actes, dans leurs mots. Très bien, je suis interne en 4e semestre. En pratique, je fais comment pour me former? Comment je peux apprendre l'empathie? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on est dans le cadre de la vocation? J'en sais rien. Comment je peux apprendre à percevoir, à traduire ces mots et ces émotions? Je me lance juste rapidement pour laisser les personnes parler. Je crois qu'il y a quand même l'idée d'abord d'un travail, d'abord savoir que c'est important, c'est déjà très essentiel. Et ensuite, le travail sur soi, les situations. C'est vrai que ça, c'est ce que disait Aristote, la prudence, on l'acquiert en devenant prudent, en regardant les hommes prudents. Voilà. Il y a aussi la dimension justement de la pratique au sens banal du terme, qui est essentiel. Il n'y a pas de recette. Hein. C'est ça, l'éthique, c'est pas des recettes. Et en même temps, je trouve que formuler, prendre le temps de dégager les problèmes, formuler, ne pas s'abriter derrière des principes figés, derrière des mots qui sont des étiquettes, c'est déjà, donc ça, la réflexion éthique peut être tout à fait libératrice pour cela. Aussi pour apprendre la confiance en sa propre capacité à raisonner.
Alors que nous sommes dans une société, et vous soignants, vous le vivez aussi, où il y a plein de normes. Je parlais de la bientraitance, 4 minutes de toilette pour un vieillard, s'il vous plaît. Donc cette confiance en soi qu'on acquiert, je pense aussi en réfléchissant, en essayant de frotter son entendement à l'entendement de Hume, de Smith, d'Aristote, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait utile, je crois. Je pense que nous sommes très inégaux en ce qui concerne l'empathie, c'est vrai, c'est comme ça. Mais déjà, faut-il prendre conscience de nos capacités, savoir ce qu'on appelle. Nous sommes en train de valider une échelle d'empathie qui est une des rares à pouvoir tester les deux. C'est une traduction d'une échelle anglo-saxonne que nous faisons en collaboration avec le créateur, et nous la traduisons en français. Et on a eu la chance de la faire passer à près de 1000 étudiants en médecine, sages-femmes, orthophonistes et sciences politiques. C'est vrai qu'il y a une inégalité, et ceci, on doit en avoir conscience. Mais cela n'empêche pas que ça doit se travailler et qu'il y a une prise de conscience à faire. Bon. Deuxièmement, en raisonnant comme enseignant, moi je dirais qu'il y a deux types d'apprendre l'éthique. Il y a l'éthique du haut et il y a l'éthique du bas. L'éthique du haut, elle est extrêmement importante, bien sûr. C'est l'éthique académique. Oui, il y a des formations éthiques. Et c'est bien d'y aller pour se faire guider au début, avant de peut-être se plonger dans tout. Voilà, on apprend et puis Et puis, il y a l'éthique du bas. L'éthique du bas, c'est la casuistique, c'est-à-dire on part de cas de malades. Et c'est ce qu'on fait au niveau des cafés éthiques. Mais sans faire de l'éthique, il y a les groupes Balint ont quelque chose d'éthique, si vous voulez. C'est se mettre ensemble pour parler d'eux et passer du particulier à des données un peu plus générales. Et effectivement, ce que nous disons, nous, quand nous organisons l'espace éthique, nos cafés éthiques, c'est quand même, ce sont de vrais soignants, en chair et en os, qui montrent de vrais malades, qu'ils ont vécu et qui l'exposent. Et où, peu à peu, par empathie, on se met dans la peau d'eux et on discute. Et il est très intéressant de voir, du coup, comment les discussions existent et fusent, et comment qu'après, on peut dire, mais vous voyez, ça renvoie à ça, ça renvoie à ça, ça renvoie à l'autonomie, ça renvoie à des concepts. Et je crois que c'est comme ça que ce clivé dit. Mais la médecine perdra beaucoup si elle n'a pas la conviction que c'est essentiel à son exercice. Oui, j'essayais, moi, pour ma part, de répondre à votre question. Apprendre l'éthique, pratiquer l'empathie, voilà. Monsieur Gilles parlait des devoirs du médecin, des droits du patient, et je regrettais que Madame Pelluchon n'ait un peu laissé de côté ce qui pourrait être la formule inverse, à savoir quand même se mettre à une place où on pourrait aussi repérer quels seraient les devoirs du patient et les droits du médecin. Donc c'était un peu inversé, sur quoi vous êtes passé quand même relativement rapidement, qui m'aurait beaucoup intéressé. C'est effectivement une question essentielle. Je crois que justement j'avais... Qui est plus une relation qui serait plus symétrique que dissymétrique, telle qu'on l'a mise en évidence. Alors, d'abord, moi j'ai essayé de remplir mon rôle. On m'avait dit de parler de l'autonomie, on m'avait dit de parler de ça. Donc c'est toujours délicat. Je remarque qu'en France, moi qui ai tant aimé les États-Unis, qui ne rêve que d'y retourner, en France on vous reproche toujours de ne pas parler de ceci, cela. On vous demande une demi-heure, on vous dit vous parlez que de ça, et après on vous le reproche. Bon c'est comme ça, c'est un pays difficile, je crois qu'il faut que je parte. Non mais franchement, je me le dis tous les jours, je pense que je vais repartir. Mais si vous voulez, ce que vous dites est fondamental, surtout dans le contexte des maladies chroniques et de l'éducation du patient. Moi, quand je parlais de maladies chroniques, je pensais au diabète, qui est effectivement une maladie où le malade, il se prend en charge, il doit se prendre en charge, et souvent, d'après ce que j'ai compris, il faut
il faut travailler au départ quand même le déni qui peut être là. Mais là, vous avez évidemment, quand je parle de l'autonomie, j'ai parlé de la situation de dissymétrie, mais valorisant comme je l'ai fait l'autonomie, on voit bien qu'elle est un point d'arrivée. Si elle est compromise au départ, elle est essentiellement un point d'arrivée. Loin de moi d'enfermer la personne dans la simple passivité. Au contraire, et justement, y compris les personnes en situation de vulnérabilité extrême, il s'agit donc de les aider à céder. Donc je pense que ça, et cette idée aussi, ce que vous dites, croise également les critiques qu'on peut faire au droit à. C'est vrai que souvent les médecins, les soignants sont vus parfois comme des prestataires de services, alors que, et la société, l'État, surtout en France, j'en remets une couche, c'est vu comme un prestataire de services, alors qu'ils ne sont pas là pour ça. Donc là, ce que vous dites est absolument essentiel, et évidemment, ça demanderait un développement, mais c'est visé par la notion d'autonomie. D'autres questions, ou peut-être que du coup on va clôturer là, puisque du coup là je vais me faire taper sur les doigts. Je préviens nos adhérents qui continueront à adhérer l'année prochaine que les cotisations vont monter. C'est une information, je vous le dis, c'est sincère, c'est le trésorier qui parle. Ça permettra peut-être de payer l'avion à Madame Pelluchon une fois qu'elle sera aux États-Unis l'année prochaine. Je vous remercie beaucoup.